matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Philippe Fabry est docteur en histoire, historien, l'auteur de plusieurs ouvrages dont Rome, du libéralisme au socialisme ou Les impérialismes revanchards. Et aujourd'hui, il nous présente Hail César, du césarisme en Amérique, un livre aux éditions Scripta Manent. Philippe Fabry est revenu finalement sur l'analyse de la construction des États-Unis par rapport à celle de la France. Et on voit bien peut-être les origines d'un désaccord et d'un problème de compréhension entre nos deux pays, entre nos deux démocraties. Nous avons l'habitude de parler de démocratie. Eh bien, c'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir entendre Philippe Fabry qui va pouvoir nous dire quelles sont les origines de cette mécompréhension. Et mécompréhension, il y a, et on l'a vu encore il y a peu de temps, quand on a vu que J.D. Vance est venu à l'Élysée, est venu en France, le vice-président américain, et il n'a pas été le mieux accueilli du monde, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va interpréter tout ça dans quelques instants avec Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, quelques actualités, évidemment, avant de nous plonger dans votre livre, qui montrent qu'il y a visiblement une forme d'incompréhension entre la France et les États-Unis, les Américains. Dernièrement, on va dire, il y en a eu beaucoup, des éléments, des exemples, mais des illustrations. Mais dernièrement, il y a eu évidemment le vice-président américain qui s'est rendu à l'Élysée le 10 février, donc lundi dernier, pour une réunion, un dîner en marge du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Et J.D. Vance n'a pas été accueilli par Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée. On voit un J.D. Vance qui attend, ou qui est accueilli ensuite par je crois qu'on appelle ça le maître des protocoles. Enfin bon. En tout cas, on peut regarder rapidement cette petite vidéo. Je crois qu'on n'a pas le son, mais voilà, on le voit. J.D. Vance qui salue tout le monde et qui monte, n'étant pas accueilli par le président Macron. Ensuite, on va voir justement J.D. Vance qui, une fois entré à l'Élysée, serre la main du Premier ministre indien Narendra Modi, mais visiblement préfère ignorer Emmanuel Macron. On va vous passer rapidement cet extrait. Congratulations. Thank you so much. So nice to see you. Great victory. Yes. Yes. Voilà. Donc, sachant que Emmanuel Macron vient d'arriver avec le Premier ministre indien, ils étaient ensemble à un autre endroit avant. Et puis, un petit peu plus loin, et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, J.D. Vance a critiqué le DSA, le Digital Service Act, au sommet de ce sommet sur l'intelligence artificielle, parce que pour lui, justement, liberté d'expression, il y a jusqu'au bout. On écoute cet extrait. Et ne pas accepter cela, ils ne le feront pas. C'est mauvais pour les États-Unis, mais pour votre pays, vos pays également. Nous savons déjà ce que c'est que d'avoir des règles importantes au niveau international. Beaucoup de nos sociétés ont affaire avec les réglementations énormes de l'Union européenne, avec la police de la mésinformation et de la désinformation. Nous voulons nous assurer que l'Internet soit un lieu sûr, mais c'est une chose que d'éviter qu'un prédateur s'en prenne à un enfant sur Internet, c'en est une autre que d'empêcher un adulte d'accéder à une opinion qui va à l'encontre du gouvernement. Bon, et en fait, tout ça repose sur ces peut-être problèmes de compréhension, repose sur une différence qu'on a tendance à oublier, puisque nous avons tendance à croire que nous sommes tous les mêmes démocraties. C'est ce que vous rappelez, Philippe Fabry, dans votre livre. Or, nous ne sommes pas les mêmes démocraties, justement, nous n'avons pas les mêmes fonctionnements, et tout ça, vous l'analysez à travers votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette différence consubstantielle qui permet de mieux comprendre aussi cette actualité ? Oui, alors mon travail, comme vous le savez, je suis déjà venu plusieurs fois chez vous, je vous en remercie. C'est essentiellement de faire de la théorie historique, c'est-à-dire d'aller voir comment fonctionnent structurellement les nations fondamentalement, et de bâtir des modèles pour essayer de mieux les comprendre. Alors, c'est un fait connu que les États-Unis sont une nation beaucoup plus jeune que les nations européennes, mais c'est vrai que on a cette perception selon laquelle, en fait, on serait à peu près tous au même stade de développement, hein, même si on a tendance à parler de la vieille Europe. On serait tous au même stade de développement et on aurait tous atteint un modèle final, le plus avancé, la pointe avancée de la civilisation, on va dire, qui serait la démocratie, et qui serait finalement la même idée de part et d'autre de l'Atlantique.
Et le fait est qu'en fait, dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est revenir un petit peu justement sur les fondamentaux de la façon dont les États-nations apparaissent et montrer que, contrairement aux États-nations européens, qui sont de vieux États-nations, donc qui ont fait l'entièreté de leur parcours, en fait, dont la démocratie parlementaire est l'issue, en fait, c'est universel, c'est le régime qui correspond à un État-nation qui est pleinement constitué. Les États-Unis, eux, ils sont dans structurellement, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus, alors je veux pas que ça ait l'air primitive dans le sens beaucoup plus jeune, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de passages par lesquels ils ne sont pas passés. Ce qui caractérise les États-nations parlementaires européens, c'est que ce sont donc, je disais, de vieilles constructions euh, qui sont toutes passées par un processus de révolution nationale. Nous, on a fait la nôtre à partir de 1789. La plupart des pays européens l'ont fait au 19e siècle. Il y en a qui au 20e siècle. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, au 17e siècle, comme l'Angleterre. Et ça se caractérise en fait par une espèce de mise à plat, si vous voulez, de tout ce qui se passe à l'intérieur de la nation au plan administratif, c'est-à-dire qu'on uniformise tout parce que ça veut dire qu'on a atteint un degré d'homogénéité culturelle, ethnique, intérieure très important parce qu'au fil des siècles, dans des frontières relativement stables, la population s'est mélangée intellectuellement, culturellement, etc. Et les États-Unis, eux, si on regarde la façon dont ils se constituent, ils sont plutôt au stade où on en était en France au XVIe ou au XVIIe siècle, c'est-à-dire avec énormément de particularismes locaux, un pouvoir central qui est encore clairement en construction, beaucoup, beaucoup de diversité culturelle interne, et tout ceci conditionne naturellement à la fois un destin qui est différent, puisque d'une certaine manière, les États-Unis, c'est un petit peu comme un adolescent qui n'est pas encore arrivé à l'âge adulte, alors que l'Europe sont déjà des personnes vieillissantes, si on veut faire une analogie comme ça. Mais aussi et surtout que forcément, la démocratie ne peut pas être vécue de la même manière, puisqu'encore une fois, la démocratie en Europe, c'est le système de gouvernement de systèmes, de pays qui sont extrêmement homogènes et qui sont uniformisés en interne sur leur mode d'administration, alors que les États-Unis, à l'intérieur, la démocratie, c'est beaucoup plus la décentralisation, les libertés locales, etc., ce genre de choses. Et donc, c'est pas du tout la même perception, en fait, du système démocratique. Et donc, c'est pour ça que l'un des propos forts de ce livre, c'est que, à mon avis, quand on parle de démocratie, simplement, la démocratie en Europe et la démocratie aux États-Unis, et qu'on utilise ce concept sur la base de raisonnement pour se demander quel est l'avenir de la démocratie, etc., je pense que c'est une erreur parce qu'on amalgame, pour le dire vulgairement, on mélange les torchons et les serviettes et donc ça empêche de raisonner correctement. Oui, oui, tout à fait. Vous insistez beaucoup, en effet, sur le pouvoir local et les États fédérés qui ont encore quand même des grosses divergences, et notamment Mhm. sur les suffrages et les règles électorales. Et vous revenez là-dessus parce que c'est très, très intéressant, ça. Les différences de règles électorales. On en avait fait un petit sujet juste avant, justement, le vote de la présidentielle américaine. Mais elles sont tellement importantes que par moment, on ne demande même pas dans certains États américains une carte d'identité ou d'autres justificatifs pour voter, alors que dans d'autres, oui. Et d'ailleurs, à tel point que vous dites, finalement, quand on voit les divergences de vote, de possibilités de vote, comment affirmer dans ces conditions que la colère populaire après la prise du Capitole, enfin la prise du Capitole du 6 janvier 2021, n'était pas sur le plan démocratique fondée, puisque finalement, Oui. on a des divergences telles que euh, on peut considérer qu'il y a eu fraude dans certains États, en tout cas, chacun ayant des règles relativement différentes. Au vu d'un citoyen dans un État, peut-être que la règle d'à côté ne semblait pas suffisante. Donc il y a vraiment Voilà. questionnement et ça permet de remettre beaucoup de choses en question, en effet. Voilà. Et puis, il y a eu un autre problème en plus en 2020, c'est que, et c'est pour ça que souvent, on ne comprend pas bien ça en Europe, parce qu'on pense qu'ils ont, comme on utilise ce même concept de démocratie, on fait des projections qui sont souvent fausses. Par exemple, on a tendance comme ça à se dire, bon, ben, pour voter, ça doit être comme chez nous, ça doit être très encadré, etc. Les règles doivent changer très peu, ça doit être très constant, ce qui sont des règles normales pour un vote, pour avoir d'une élection sur l'autre
une perception réelle des évolutions et que l'élection ait un sens, il faut que les règles de mesure soient à peu près constantes, sinon on ne comprend pas où est-ce qu'on va. Et ce qui s'est passé en 2020 notamment, c'est qu'il y a eu tout d'un coup une explosion, et qui a été autorisée un peu rapidement d'ailleurs, ce qui a été très critiqué parce que ça défavorisait un parti plutôt que l'autre, une explosion du vote par correspondance, alors que d'habitude, il n'y en avait pas autant. Ouais. Donc ça a mis des soupçons de fraude. Le problème, c'est qu'on s'est beaucoup concentré sur cette question de savoir est-ce qu'il y avait eu des faux votes dedans, mais sans se demander si, en soi, le fait de modifier à ce point le système de vote, alors qu'il y avait un parti qui s'était préparé et pas l'autre, n'était pas en soi une forme de fraude, même si, du coup, c'était légal, puisqu'il y avait eu des changements légaux dans la pratique, mais l'effet est frauduleux, si vous voulez. Oui. Et en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu, là-bas. Oui. Et là, on est sur la fraude électorale, mais si on parlait par exemple de la liberté d'expression, pour revenir à cette sortie de J.D. Vance au sommet sur ce sommet sur l'intelligence artificielle, quand il dit il ne faut pas vouloir limiter la liberté d'expression à travers les réseaux sociaux, au contraire, etc. On voit bien ici aussi qu'il y a une différence fondamentale de fonctionner entre l'Europe de notre époque et puis les Américains. Oui, oui, tout à fait. Ils ont une conception de la liberté. Alors, la chose aussi, c'est que tout le combat autour de la liberté d'expression vient aussi de ce problème structurel du régime, en fait. C'est que pendant le 19e siècle, les États-Unis sont entrés dans ce que j'appelle la phase oligarchique. C'est-à-dire que c'est devenu un pays qui est assez largement gouverné de manière indirecte par tout le système de l'État, les agences fédérales, etc., qui sont liées, qui forment un écosystème complet qui est assez parallèle finalement à la décision démocratique et qui a déployé un tas de systèmes ou utilisé certaines évolutions politiques comme des systèmes de contrôle du discours contre le peuple, si vous voulez. Et ça crée une distorsion. Et le combat pour la liberté d'expression, il est surtout là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a porté Donald Trump en particulier au pouvoir, surtout cette fois-ci, avec cette victoire qui a été très large et surtout qui n'est pas contestée, on ne voit pas les mouvements de foule qu'on avait vus en 2016, c'est précisément parce qu'il y a eu une impression que c'était le discours de la population, de l'homme du commun, qui était bridé au profit d'un discours qui, lui, était voulu par les élites. C'est là qu'il y a eu cette rupture. C'est-à-dire que, encore en 2016, je pense, il y avait l'idée que c'était le discours malveillant qui était condamné et qu'on acceptait le discours bienveillant. Mais ce qui est apparu pendant ces 10 dernières années, c'est ce sentiment qu'en fait, c'était le discours validé par les élites qui était autorisé et le discours populaire, qui n'allait pas dans le sens des élites, qui était problématique. Donc c'est pour ça que ce sujet de la liberté d'expression est revenu. En fait, c'est la liberté d'expression du peuple et pas seulement des gens autorisés qui est défendue. Oui, oui. Et donc, vous dites, aujourd'hui, derrière Trump, il y a la droite républicaine, évidemment, enfin une certaine droite, mais aussi la gauche populiste, et donc ce retour du populisme, en fait. C'est le retour du populisme. Oui, tout à fait. Alors, je compare ça. Alors, j'ai tout un tas de modèles historiques dans le bouquin, mais ce qui est le plus frappant et le plus clair souvent pour les gens, c'est que c'est à peu près la même chose qui s'est passée à la fin de la République romaine, en fait. C'est pour ça que je parle de césarisme de Trump. C'est que on a la mise en place d'un clivage précisément entre les élites gouvernantes riches et de plus en plus le peuple en face. Alors ça n'a pas été le cas dans ce que j'appelle le premier Trump, puisque le premier Trump, c'était vraiment la défense, on va dire, des Américains blancs contre l'immigration principalement. Et donc c'est pour ça qu'il avait été perçu, et ça avait beaucoup gêné son premier mandat, comme le côté Trump raciste, etc. Même si lui, malgré tout, s'en est toujours défendu. Il a toujours expliqué que son problème c'était l'immigration illégale et qu'il appelait à voter pour lui les minorités. Mais on voit que cet appel, finalement, n'a été véritablement écouté que lors de la dernière élection, où clairement il a progressé énormément, en particulier chez le vote des latinos, puisqu'il est devenu majoritaire chez le vote des latinos Ouais. masculins. Ouais, Dans le vous vote féminin montrez toujours d'ailleurs cette minoritaire. évolution dans votre livre, hein, des votes, on va dire, issus de Voilà. l'immigration. Ouais. Et tout ceci montre que, donc, après avoir été plutôt le parti, on va dire, des petits blancs américains contre les élites gouvernantes, les élites riches, qui s'appuyaient elles-mêmes sur les minorités, on voit un basculement dans lequel la population blanche est toujours derrière Donald Trump, mais une bonne partie du peuple, donc c'est aussi les classes populaires issues des minorités ethniques, s'est rangée aussi derrière Trump,
par hostilité à ces élites économiques dont elles ont le sentiment qu'elles les exploitent. Donc il y a véritablement un glissement entre le premier et le second Trump qui change totalement la face. Et encore une fois, je pense que c'est la raison pour laquelle cette deuxième présidence Trump a commencé à la fois sur les chapeaux de roue et puis pas du tout dans la même ambiance que la première. Ah La oui. première, c'était c'est la fin, c'était le bord de la guerre civile, etc. Là, la victoire a été sans appel, très nette, et tout s'est écroulé derrière comme un château de cartes. Je veux dire, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tous ces gens-là se sont ralliés à Donald Trump. Donc, il n'y a pas tellement Mais en quoi d'opposition. en quoi c'est une forme d'impérialisme? Alors, c'est surtout dans un second temps que ça va poser problème parce que toutes ces évolutions qu'on voit, justement, dans tous les modèles historiques que je développe, ça amène vers une transition qui est plus justement populiste et autoritaire, c'est-à-dire centrée sur la figure de l'exécutif. Parce que, et ça c'est un problème à moyen long terme, dans la mesure où la figure présidentielle américaine se renforce constamment pratiquement depuis le début de la création des États-Unis et l'adoption de la Constitution. C'est-à-dire le pouvoir présidentiel est de plus en plus important. Il y a des choses dont on ne se rend pas bien compte en France quand on y réfléchit, mais aux États-Unis, le président a un droit de veto, par exemple. C'est-à-dire que si le Parlement, le Congrès, vote une loi, le président des États-Unis peut refuser de l'adopter. Mmh. Et il ne peut être forcé à l'adopter que si jamais il y a 2/3 des votes du Parlement qui s'opposent à lui. Alors quand on voit déjà chez nous combien c'est difficile de réunir une majorité pour faire une motion de censure, je vous laisse imaginer combien c'est difficile d'obtenir 2/3 des votes, ce qui fait que le président américain a une vraie capacité d'aller contre le Parlement. C'est-à-dire que dans nos démocraties européennes, c'est plutôt le Parlement qui est le centre. La France a été un peu une exception pendant quelques décennies là-dessus, mais on est en train d'y revenir et de se réaligner sur ce que sont les autres pays européens. Et j'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avec vous dans de précédentes émissions. Mais aux États-Unis, au contraire, on va vers un renforcement qui va être considérable du pouvoir présidentiel. Et ce genre de mutation, en fait, est toujours libératrice dans un premier temps, parce que comme on casse l'ordre ancien, ça rajoute de la mobilité sociale, etc. Mais dans un second temps, donc je pense qu'à un horizon 10-20 ans, ce qu'on risque de voir, c'est justement une concentration du pouvoir de plus en plus grande dans un petit nombre de mains. Et forcément, ça risque de poser des problèmes démocratiques à ce moment-là. Et pour moi, un bon signe qui va dans ce sens-là, alors que, bon, personnellement, je suis plutôt favorable au travail que fait ce nouveau département, qui est le DOGE Oui. d'Elon Musk. Mais il faut bien se rendre compte, ce que je disais dans ce bouquin, que j'ai fini de l'écrire il y a un mois et demi, que le DOGE, vraisemblablement, serait assez similaire. Moi, je fais le parallèle avec le Conseil des 10 de Venise, notamment, Oui. qui était un conseil qui, au même stade de développement, est apparu, qui, à la base, était juste un organe de contrôle provisoire pour aller vérifier les finances et qu'il n'y ait pas de malversation, etc. Et qui a fini par devenir, en fait, le véritable organe de gouvernement non contrôlé de la République. C'est-à-dire c'est devenu voilà, une Oui, petite parce que oligarchie vous de le 10 personnes. rappelez qu'il n'a pas été, lui, il n'est pas passé par la commission et les auditions du Congrès. Voilà, Elon Musk. tout à fait. Et en même temps, si vous voulez, et ça semble se renforcer au fil du temps, c'est ce qu'on voit, c'est un outil de court-circuitage complet, si vous voulez, des institutions américaines, parce que normalement, dans la logique des institutions américaines, et qui sont les institutions, la logique parlementaire dont il s'était un peu inspiré en rédigeant la Constitution, celui qui contrôle les finances de l'État et les bonnes dépenses, etc., c'est censé être le Parlement. Et là, en fait, on donne ce rôle à une commission. On s'aperçoit à travers le travail du DOGE que peut-être, effectivement, du coup, le Parlement n'a pas bien fait son travail vu le nombre de dépenses hallucinantes qui n'ont pas été contrôlées. Oui. Mais surtout, ce que ça donne, c'est que ça donne, d'une certaine manière, le contrôle des cordons de la bourse à un organe qui est effectivement lui-même pas contrôlé par le Parlement. Or, si vous donnez le contrôle des cordons de la bourse à quelqu'un, en général, vous lui donnez le contrôle de tout, parce que ça devient quelqu'un qui est capable de faire fermer tel pan de l'administration. Et donc, ces pans-là de l'administration auront tendance à essayer de lui complaire, de le satisfaire, de satisfaire cet organe de contrôle, plutôt que le pouvoir ou le pouvoir officiel, qui peut être le pouvoir présidentiel, etc. Donc, pour l'instant, en plus,
l'autorité d'Elon Musk s'appuie, on va dire, sur celle de Donald Trump, qui lui laisse le champ libre. S'il n'y avait pas Donald Trump, il n'aurait pas ce pouvoir-là. Mais Donald Trump, il ne sera pas éternel. Donald Trump, il va faire son mandat 4 ans. Après, vraisemblablement qu'il s'en ira. Elon Musk, lui, il pourrait rester en arrière-place et continuer à diriger tout ça de manière un petit peu indirecte. Et c'est assez typiquement ce qui se passe dans ce genre de mutation politique. Oui, mais en fait, c'est très intéressant parce que vous nous dites derrière l'homme Donald Trump, derrière Elon Musk, derrière ce qu'on peut voir et qu'on peut éventuellement saluer depuis la France, où on se dit un bon petit Doge, là, ça ferait du bien dans les affaires de l'État qui ne sont pas toujours très nettes et avec énormément de gaspillage, visiblement, hein, quand on voit l'état de la dette française. Mais vous dites attention aux institutions, en fait. Ici, Oui. donc, la fameuse de la démocratie en Amérique, justement, ces fameux contre-pouvoirs ne sont plus respectés. Oui, parce qu'on sait comment ça évolue, si vous voulez. Les populismes, c'est toujours, ça commence toujours bien et on peut y être même plutôt favorable au début parce que ça a généralement tendance à mettre un coup de pied dans le ronron qu'ont tendance à faire les élites entre elles. Ouais. Qui s'auto-attribuent des privilèges, des prébendes, etc., au détriment du peuple. Donc le populisme, dans un premier temps, ça a toujours cet effet important qui est de casser tout ça. Le problème, c'est que souvent, au passage, sont aussi cassées les institutions qui avaient un effet de freinage sur ces dérives de corruption. Et donc le risque qu'il y a, c'est que dans un deuxième temps, alors je ne dis pas sous Donald Trump, mais probablement dans les décennies On n'a suivantes, plus l'homme, mais dans les mandats le suivants, fonctionnement reste. Voilà, il y ait des structures qui restent et qui, elles, finissent par générer des formes autoritaires qui seront encore pires que la forme oligarchique qui a été virée par le populisme, en fait. Ça, c'est le problème. Et donc ensuite, avoir un régime qui vieillit et qui devient un régime dans lequel tout le pouvoir est centré autour d'une petite coterie qui peut agir sans contrôle et de manière pire, en fait, qu'avant, sans forcément que durablement l'intérêt du peuple soit défendu. Oui, c'est très très intéressant. Merci beaucoup Philippe Fabry. En effet, méfiez-vous, même si pour le moment certains peuvent saluer le travail du Doge, d'un Donald Trump qui a l'air efficace. Méfiez-vous car si les institutions ne sont plus respectées, démocratiques justement, cette fameuse démocratie à géométrie variable, eh bien elles peuvent se retourner contre ce peuple qui a voulu mettre Donald Trump au pouvoir. Merci encore Philippe Fabry. Je rappelle votre livre que vous pouvez tous voir ici, Hail César, du césarisme en Amérique. Chez Scripta Manent.